Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Et dans cette actualité brûlante, des rendez-vous culture, des respirations, c'est l'histoire des Juifs de France tous les jours sur Radio J en compagnie de Christophe Dard. Et dans ce nouvel épisode, Christophe, nous allons refermer le chapitre consacré à l'affaire Stavisky qui défraye la chronique lorsqu'elle éclate en décembre 1933. L'escroquerie du Crédit municipal de Bayonne est découverte, l'homme de main de Stavisky est arrêté, puis c'est au tour du député maire de Bayonne. L'étau se resserre autour de Stavisky et les enquêteurs découvrent que l'homme le plus recherché de France vit reclus dans un chalet de Chamonix. Christophe, nous sommes le 8 janvier 1934 en début d'après-midi. La police et la gendarmerie avancent dans le froid et la neige en direction du chalet de Stavisky et cernent la résidence. Tout semble calme. Oui, le temps passe et aucun signe de vie. Donc ce jour-là, dans la froideur de Chamonix, il est presque 16 heures quand un commissaire crie enfin « Ouvrez !» Pas de réponse, on tente de défoncer la porte et là, un coup de feu retentit. La police et les gendarmes entrent dans le chalet et découvrent le score de Stavisky, étendu dans une mare de sang, touché de 2 balles dans la tête, un revolver automatique 6,35 dans la main droite. Quelques heures plus tard, dans la nuit, Stavisky meurt à l'hôpital de Chamonix. Il avait 47 ans. Il est enterré au Père-Lachaise et d'ailleurs, hasard macabre, sa tombe, donc celle de Stavisky, se trouve dos à dos avec celle d'Édouard Drummond, comme on le sait, l'un des pires antisémites. Et sa mort est en une de tous les journaux, la thèse du suicide est privilégiée, mais beaucoup en doutent. Il faut rappeler d'abord, comme vous l'avez dit Christophe, que Stavisky a été retrouvé avec 2 balles dans la tête. Le Canard enchaîné titre avec ironie « Stavisky se suicide d'un coup de revolver qui lui a été tiré à bout portant ». Et Stavisky s'est suicidé d'une balle tirée à 3 mètres. Je cite « Voilà ce que c'est d'avoir le bras long ». D'autres remarquent aussi que la prise en charge du mourant n'a pas été rapide alors que Stavisky était encore en vie. Il est transporté en effet à l'hôpital 2 heures après la découverte de son corps. Cette suspicion prend de l'ampleur lorsque quelques jours plus tard, l'ouverture d'une commission d'enquête sur la mort de Stavisky, réclamée par de nombreux députés, est refusée. Et c'est là que l'affaire, déjà très médiatisée, prend encore plus d'ampleur. On la compare au scandale de Panama à la fin du 19e siècle, une affaire de corruption liée au percement du canal de Panama et qui avait éclaboussé plusieurs hommes politiques et industriels. Dans un contexte de crise économique et de forte instabilité ministérielle, la mort de Stavisky déchaîne la presse nationaliste et anti-parlementaire. L'Action française écrit « À bas les voleurs, à bas les assassins, tous ce soir devant la Chambre ». Les débats sont justement animés au sein de la Chambre. On réclame les démissions des ministres et parlementaires mis en cause dans l'affaire et qui ont couvert Stavisky. En fait, ce n'est qu'une douzaine de politiciens de second rang, majoritairement issus du Parti radical, qui sont mis en cause. Le gouvernement de Camille Chautemps, en place depuis seulement 2 mois, tombe le 28 janvier 1934 à cause de cette affaire, même si à l'époque les gouvernements duraient très peu de temps, les socialistes ayant mis comme condition pour leur soutien au gouvernement la révocation du préfet de police de Paris, Jean Chiappe. Le radical Édouard Daladier, le nouveau président du Conseil, va le démettre le 3 février 1934 de ses fonctions, l'accusant au passage d'avoir freiné l'instruction de l'affaire Stavisky. La révocation du préfet Jean Chiappe met le feu aux poudres car il est très populaire à droite et au sein des ligues nationalistes. La violente campagne anti-parlementaire se poursuit. Le 6 février 1934, Édouard Daladier présente à l'Assemblée nationale le nouveau gouvernement. Et au même moment, des groupes de droite, des lignes nationalistes, des associations d'anciens combattants et des mouvements communistes manifestent devant la Chambre des députés, place de la Concorde. Dans la confusion générale, car les différents participants ne se sont pas concertés, la manifestation tourne à l'émeute dans la soirée et les forces de l'ordre tirent dans la foule. On compte 17 morts et au moins 1400 blessés. Et lors de cette journée sanglante, l'un des mouvements les plus importants à avoir manifesté sont les Croix de Feu, une organisation politique d'anciens combattants anticommunistes et xénophobes. Les Croix de Feu se défendent de tout antisémitisme au lendemain, en tout cas, de la manifestation. Mais des éléments antisémites étaient effectivement bien présents au sein d'abord des Croix de Feu, et puis de manière générale, parmi les slogans, et puis parmi les personnalités aussi présentes, notamment Louis Darquier de Pellepoix, agitateur antisémite, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, succédera à Xavier Vallas sous le régime de Vichy au poste de commissaire général aux questions juives. Alors après cette journée historique du 6 février 1934 est sanglante, Daladier va démissionner, l'instabilité politique va se poursuivre, les radicaux et les socialistes vont qualifier cette journée du 6 février à tort en partie de coup d'État fasciste, inquiète que la France finisse comme l'Allemagne et l'Italie. Ces formations politiques appellent à un rassemblement des forces progressistes et
laissé ainsi les prémices de la naissance de ce qu'on appellera le Front populaire, autour de Léon Blum, figure emblématique dont nous reparlerons très bientôt. Et sur le plan parlementaire, une commission d'enquête est mise en place quelques jours plus tard pour élucider l'affaire qui connaît un nouveau rebondissement. Nous sommes le 20 février. Ce jour-là, on découvre sur les rails d'un chemin de fer près de Dijon le corps d'un homme déchiqueté, Albert Prince. Il se serait suicidé. Et cet homme, en fait, n'est autre, et c'est très intéressant, que le magistrat qui enquête sur l'affaire Stavisky, et il devait présenter le lendemain des preuves que le procureur de la République, le beau-frère de Chotan, ex-président du Conseil, avait bien reçu des rapports accablants sur Stavisky. Plus troublant encore, on retrouve à côté de lui un couteau maculé de sang et à sa cheville droite une cordelette en chanvre, ce qui, vous me l'accorderez, n'accrédite pas tellement la thèse du suicide. Le procès de l'affaire Stavisky se tient 1 an et demi plus tard, du 4 novembre 1935 au 18 janvier 1936. Et c'est toujours intéressant d'entendre des archives de l'époque, cet extrait du journal. Vous savez qu'à l'époque, les journaux, évidemment, comme il n'y avait pas la télévision, c'était dans les salles de cinéma qui étaient projetés les journaux, on dirait pas télévisés, mais les journaux parlés et en images. Et justement, on donnait à ce moment-là les dernières informations autour de l'ouverture de ce procès, avant donc la projection du film. Devant la cour d'assises s'ouvrent les débats de l'affaire Stavisky. Le jury entendra au cours du procès 20 inculpés, 250 témoins, 50 avocats. On se souvient que le scandale éclata à la suite de la découverte de faux bons du Crédit municipal de Bayonne. Au début de l'instruction judiciaire, des perquisitions furent opérées au siège des nombreuses sociétés créées par le grand escroc. Elles amenèrent, entre autres, l'arrestation de Tissier, directeur du Crédit municipal de Bayonne, qui choisit comme défenseur maître Jean-Charles Legrand, de Garat, député maire de Bayonne, de Gaston Bonnord, député de Paris, d'Arlette Stavisky, après la mort d'Alexandre Stavisky, qui s'était réfugié à Chamonix. L'action de la justice était éteinte en ce qui le concernait. Vous remarquerez la dramatisation de cette musique qui accentue effectivement le caractère de ce procès. Et un procès qui aboutit à 11 acquittements, dont celui de l'épouse de l'escroc, et à 9 condamnations. Gustave Tissier est condamné à 7 ans de travaux forcés. Mais l'affaire, en fait, ne sera jamais élucidée et des zones d'ombre demeurent. D'abord, est-ce que justement c'était un suicide ? En 1974, la veuve de Stavisky, Arlette, déclarera « Mon mari possédait à lui seul plus d'intelligence que tous les journalistes de la Terre réunis. Il n'y a que 2 personnes à connaître l'exacte vérité, mon fils et moi, et nous garderons notre secret. » J'ajoute que le nom de Stavisky sera pendant la Seconde Guerre mondiale souvent exploité par l'immonde presse collaborationniste. Par exemple, le 19 décembre 1942, un journal basé à Marseille, Frangeux, écrit « Saura-t-on que partout et dans tous les scandales et les trafics, les mouvements factieux et les propagandes perfides, il y a comme un ver dans le fruit, le juif, Panama, Stavisky, Hano sont autant de preuves de leur présence néfaste. En raison de sa personnalité rocambolesque et charismatique, des mystères et des nombreuses conséquences de l'affaire, Alexandre Stavisky est resté quand même donc un personnage célèbre et toute une légende s'est créée depuis autour de lui. Il sera même interprété au cinéma par Jean-Paul Belmondo en 1974 dans un film d'Alain Resnais. Alors le film ne sera pas vraiment un gros succès, il est même sifflé lors de sa projection à Cannes, ce à quoi l'acteur répondra. Les critiques ne m'ont jamais empêché de dormir, sauf sur Stavisky. Il y a eu un tel déchaînement, là j'ai dit, c'est vraiment des cons. Dans Stavisky, il me reprochait d'être sympathique, mais vous connaissez un escroc antipathique, vous ? Un escroc antipathique, il n'escroque personne. Un escroc sympathique, c'est peut-être effectivement comme cela que l'on pourrait qualifier Alexandre Stavisky, malgré ses nombreux méfaits commis tout au long de sa vie. Merci beaucoup Christophe pour ce portrait et à très vite pour ouvrir un nouveau chapitre de notre feuilleton consacré donc à l'histoire des Juifs de France.